s'agit vraiment d'essayer en peu de temps de faire découvrir un grand écrivain à des gens qui n'en ont jamais entendu parler. Parmi vous, il faut bien savoir qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout qui est Ajar et qui est Gary. Donc je suis obligée d'en passer par cette explication première. Et puis, par ailleurs, certains d'entre vous sont très connaisseurs, et donc il faut essayer d'aller plus loin. Alors, ma façon de faire est la suivante. Je procède d'une manière très basique, très classique, en vous donnant des pistes, en vous ouvrant en fait sur des pistes possibles si vous voulez aller plus loin sur telle ou telle interprétation. Vous allez voir que quand on se penche sur un écrit d'Ajar ou un écrit de Gary, eh bien on s'aperçoit que pour travailler ça vraiment à fond, il faudrait faire des analyses de linguistique, de langue, de grammaire, de philosophie, de littérature, tellement c'est riche. Alors évidemment, il n'est pas question dans le temps qui m'est imparti pour une conférence comme ça, d'aller aussi loin. C'est pour ça que j'ouvre des pistes et que je distribue pour les gens qui le veulent, et c'est une chose que j'ai apprise à faire dans mes conférences pour adultes lorsque je les faisais à Lyon, j'en ai beaucoup fait à Lyon. J'ai pris l'habitude de faire quelque chose qui est assez sobre, assez simple, mais qui peut aider certains d'entre vous. C'est donc une feuille de présentation avec une bibliographie sommaire. Et notamment, là, il y a une bibliographie la plus récente, qui est vraiment une biographie très récente, qui est vraiment très bien, que je vous conseille si ça vous intéresse. Derrière, j'ai mis une biographie, les œuvres principales, et j'ai même mis, notamment pour les plus jeunes, d'une manière, il est vrai, un peu scolaire, mais c'est un choix, c'est un parti pris, j'ai même mis un plan. C'est un plan très classique, un plan de la conférence. Voilà. Donc ça, c'est réservé aux gens qui en ont envie. Vous n'en prenez que si, évidemment, vous n'en prenez que si vous le désirez. Voilà. Est-ce qu'il y a d'emblée des questions avant que je commence vraiment et que j'ai une chose plus nette? Vous verrez quand même, hein, cela dit, mais bon, peut-être un petit peu moins bien. Alors, nous sommes le 3 juillet 1980. Ceux d'entre vous qui étaient assez grands, assez mûrs à cette époque-là, se souviennent de l'émission Apostrophe. Apostrophe avec Bernard Pivot. Que se passe-t-il ce jour-là, 3 juillet 1980? Pivot, Apostrophe était donc une émission pour les plus jeunes qui passait tous les vendredis soirs et qui réunissait autour du journaliste Bernard Pivot de grands écrivains, de grands auteurs qui venaient présenter leurs livres. C'est une émission qui avait un succès phénoménal en France, que tout le monde regardait, qui était très attendue. Et lorsqu'un auteur passait chez Pivot, c'était une consécration qui lui valait vraiment de vendre ses livres beaucoup, beaucoup mieux. C'était quelque chose d'extraordinaire. Alors donc, juillet 1980, Pivot a invité un bonhomme, un type un peu bizarre, qui s'appelle Paul Pavlovitch. Ce Paul Pavlovitch est venu là parce qu'il vient présenter un livre et on croit qu'il est l'auteur à succès de 4 romans signés Ajar. Et voilà que tout d'un coup, sur le plateau, ce Paul Pavlovitch, que l'on prend donc pour Émile Ajar, l'auteur de 4 romans à succès, déclare qu'il n'est pas l'auteur de ces livres. C'est un scoop phénoménal. On en a beaucoup parlé à l'époque, hein, les gens qui ont vécu ça s'en souviennent. C'est un scoop phénoménal. Le véritable auteur de ces 4 livres, c'est Romain Gary. Romain Gary, le grand écrivain qui s'est suicidé 7 mois plus tôt. Alors, Pavlovitch, c'est son petit cousin, non pas son neveu comme on l'a dit, son petit cousin. Et il vient sur le plateau d'Apostrophe pour expliquer cette histoire bizarre dans un livre qu'il présente qui s'appelle « L'homme que l'on croyait ». Et sur la jaquette, il y a marqué Ajar. Et en fait, il y a une ambiguïté, c'est l'homme que l'on croyait Ajar. Mais vous voyez, l'homme que l'on croyait, c'est marqué sur la première de couverture, et Ajar, c'est marqué sur la jaquette. Et il y a volontairement, ici, un jeu, une ambiguïté, qui est produite par l'éditeur et par l'auteur. Donc, révélation incroyable, qui se trouve confirmée quelques jours plus tard, par un bouquin qui sort en librairie, produit par Gallimard, et qui a été écrit par Romain Gary lui-même avant de se suicider. Romain Gary
a écrit un petit opuscule qui s'appelle « Vie et mort » d'Émile Ajar. Il l'a écrit en mars 1979, quelques mois avant de se donner la mort. Et dans ce livre, il s'explique. C'est lui, Gary, qui, désireux de publier sous un pseudonyme, a inventé le nom d'Ajar, qui figure sur la couverture des livres. C'est lui qui a écrit, dans cette nouvelle écriture incroyable, qu'il appelle lui-même l'Ajar. On va en parler. C'est lui qui, poussé par le succès incroyable de ses romans, a été obligé de trouver une incarnation à ce pseudonyme. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que ce pseudonyme, évidemment, ces livres étaient tellement, ont eu tellement de succès. L'un d'entre eux a quand même eu le prix Goncourt, ce qui était invraisemblable pour quelqu'un qui avait déjà eu le prix Goncourt. Romain Gary avait déjà eu le prix Goncourt. Eh bien, ces livres avaient tellement de succès que les gens voulaient voir l'auteur, évidemment, voulaient connaître Ajar. Et pour connaître Ajar, que faire? Gary s'est senti coincé et il a demandé donc à son neveu, son petit cousin, pardon, Paul Pavlovitch, d'endosser, en quelque sorte, la personnalité d'Émile Ajar. Donc voilà que ce pseudonyme, cet être de fiction, se retrouve avec, si vous voulez, une vraie personne derrière. Alors, cette chose incroyable, cette mystification est allée très loin. Tout le monde s'est laissé prendre. Et on peut lire, alors dans les différentes biographies d'Ajar, on peut lire ce qui s'est passé. C'est extraordinaire, cette histoire. Extraordinaire. Mais, et tout le monde, évidemment, s'est senti très mal, parce que les gens ont essayé de savoir qui était Émile Ajar. Certains ont dit c'est Raymond Queneau, d'autres ont trouvé Camus, d'autres ont trouvé des tas de noms. Et puis, il n'y avait pas de réponse, c'était pas possible de savoir la réalité, puisque quand on disait à Gary, c'est peut-être vous, au fond, Ajar, il niait mordicus. C'était pas lui, il ne voulait pas. Voilà. Alors, cette histoire donc rocambolesque, qui est allée très loin, et qui a rendu les gens furieux dans le monde des lettres et des journalistes, est une histoire absolument incroyable, où l'on voit un compagnon de la Libération, officier de la Légion d'honneur, et par surcroît donc écrivain qui a eu le Goncourt, prendre soudain ce pseudonyme et lui donner cher. C'est le thème de Pygmalion, ou Pinocchio, qui est réalisé là, d'une manière absolument incroyable. C'est pourtant pas l'objet de la conférence. C'est-à-dire que la façon dont ça s'est passé historiquement, avec les événements, n'est pas l'objet de ce dont on va parler ici. Je vous propose d'aller le voir, justement, je vous donne les pistes pour y aller. Ce qui m'importe ici, c'est que la prise d'un pseudonyme, pour Gary, ouvre sur le désir d'une nouvelle identité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Dès La promesse de l'aube, en effet, qui est un livre autobiographique publié en 60 de Romain Gary, on peut lire cette affirmation. L'ennui avec un pseudonyme, c'est qu'il ne peut jamais exprimer tout ce que vous sentez en vous. Et pourtant, Romain Gary, dans cette autobiographie, raconte comment, petit garçon, il s'est choisi des tas de pseudonymes pour pouvoir plus tard être un écrivain et répondre à l'envie que sa mère avait qu'il devienne un grand écrivain. Donc le pseudonyme, c'était important, mais il a déjà conscience, tout petit, que c'est pas ça qui va suffire, qu'il faut une nouvelle identité. Alors, ce qui est en cause, si vous voulez, dans l'histoire Gary-Ajar, c'est cela. C'est ce changement d'identité. C'est au fond cette triple question, pourquoi changer de peau? Et quand je dis pourquoi, c'est pourquoi, mais aussi pourquoi changer de peau? Peut-on le faire? Et comment? Eh bien, c'est exactement le thème de Gros Câlin, qui est le premier livre de Gary, sous la plume d'Ajar. Ce n'est pas probablement le meilleur livre d'Ajar, mais c'est un très beau livre. Raymond Queneau, qui est au comité Gallimard, dit, lorsqu'il le lit, « Cela se situe au point de rencontre de Ionesco, Céline, Nimier et Vian. » Vous voyez, ça n'est pas rien. Considérant que lorsque Queneau dit cela, il ne sait pas que c'est Gary qui a écrit, naturellement. Il pense que c'est un certain Émile Ajar, qu'on ne connaît pas, enfin voilà. Eh bien, ce roman, il colle à la peau de Gary, si je veux risquer un mauvais jeu de mots, dans la mesure où Gary, à toute sa vie, était hanté par l'idée de changer de peau. Alors, comme certains d'entre vous n'ont jamais lu de Gary, je vais faire un tout
petit paragraphe, passer un tout petit moment sur l'écriture de Gary, pour dire ce que c'est que cette écriture, parce que je crains que sinon, au moment où je vais faire des lectures de l'œuvre, vous ne soyez un peu déconcertés. C'est très particulier tout de même. Alors, cette langue, en effet, vous devez la lire comme une langue neuve. Sachez que Gary parlait couramment, il était d'origine lituanienne, russe à l'époque, puisque Linus était en Russie à cette époque-là. Il parlait couramment le lituanien, le russe, l'allemand, le polonais, le yiddish, l'allemand, donc l'anglais et le français. Vous voyez, donc cet homme vraiment polyglotte cherche une langue qui sera une langue neuve. Une langue, dit-il, avec possibilité. Une langue tout autre, sans précédent. Il dit « J'aspire de tout mon souffle respiratoire à une langue étrangère. » Il dit encore « Je veux employer un ton nudiste. » Bien évidemment, il joue avec le mot. Qu'est-ce que c'est qu'un ton nudiste? C'est à la fois un ton dépouillé, sans apparat, sans ornementation, sans décor, mais c'est aussi celui de la mise à nu, de l'authenticité. Vous voyez son ton nudiste. Voilà ce qu'il veut faire. Et il dit, c'est un français très curieux. Effectivement, on n'est pas tout à fait dans le français. Celui qui voudrait lire du Gary, de Lajarre, pardon, comme une très grande langue française, se tromperait un peu, à moins qu'il ne considère que ce soit là j'allais dire, une fille de la langue française, une possibilité ouverte par la langue française, ce qui me semble effectivement intéressant. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'on voit dans cette langue bizarre? L'auteur joue avec les mots d'abord, juste les mots pour commencer, les mots, les expressions. Par exemple, il joue sur l'homonymie. Quelques exemples. Il dit « les usagers de la circulation ». Les usagers, ES. Il dit le fort intérieur. Je pense, je vis, je vibre dans mon fort intérieur. Ça s'écrit comment le fort intérieur? Ça s'écrit bien sûr FOR. Il l'écrit FORT, le fort intérieur. Il joue bien sûr sur le sens des expressions. Par exemple, le héros du livre a chez lui un python, on va le voir, et il le sort. Il le sort pour le faire connaître. Ça s'appelle pour lui faire une campagne d'information. Et de même, un personnage apparaît au sein du livre qui fait de la ventriloquie, c'est-à-dire qu'il fait parler. Ça s'appelle de la réanimation culturelle. Alors voilà, il joue avec les mots, l'homonymie, le sens des mots. Il joue aussi avec les figures de style. Il les multiplie. Pour vous dire en un mot, j'ai examiné ça avec Antoine qui est ici, qui prépare le CAPES de lettres modernes, donc qui est en plein travail sur la langue française, pour essayer de voir avec lui la richesse incroyable des figures de style qu'emploie Émile Ajar. Eh bien, il y a des figures de style qui sont parfaitement reconnaissables, très faciles à noter, à dénoter, à comprendre, et d'autres qui sont des innovations totales. Alors, ces figures de style, je vous en donne juste un exemple, la personnification. Il dit, le fauteuil surtout, mais sympathique, avec son air décontracté qui fume la pipe en tweed anglais. Et alors surtout, au-delà donc du jeu avec les mots, de la syntaxe, des figures de style, il bouscule totalement la syntaxe. C'est-à-dire qu'il fait exploser la logique grammaticale au profit d'une logique du cœur. Exemple. Quand on a attendu l'amour toute sa vie, on n'est pas du tout préparé. Vous voyez que du point de vue de la logique, on est dans le non-sens. Mais du point de vue du cœur, on a là un sens extraordinaire. Il dit encore, dans la même acception, si vous voulez, « Je me préparais à recevoir mademoiselle Dreyfus, c'est la femme qu'il aime, mais elle ne l'aime pas, dès 2 heures de l'après-midi, car elle avait annoncé sa visite pour 5 heures, mais on connaît les embouteillages de Paris. » Et il dit encore, « Il m'a écrasé, et il m'a laissé là sur le trottoir, à côté d'un mégot. » Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas, que ce soit pour nous faire rire, ou pour nous dire des choses tragiques, il n'y a pas dans cette langue de gratuité. C'est-à-dire qu'on est exactement à l'opposé du surréalisme,
lequel veut nous apprendre à être dans le plaisir des mots qui sortent directement, des jeux de mots, etc. On est là dans une tentative d'exprimer des choses au-delà du sens apporté par le signifiant et le signifié classique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il s'agit de trouver, d'entendre, de vivre un autre sens que le sens apporté par la logique normale. Alors, bien évidemment, assez souvent, cette langue s'apparente à l'ironie. C'est-à-dire que le personnage s'adresse directement, le narrateur s'adresse directement au lecteur, au-delà du personnage. Vous voyez, dans une lecture classique, il y a en effet l'auteur, le narrateur, celui qui dit je, et le lecteur. Et bien là, il y a, par le jeu de l'ironie, il y a en permanence cet extraordinaire dialogue de l'auteur avec le lecteur, au-delà du narrateur. Parfois, le narrateur, par exemple, peut sembler enchanté de quelque chose, mais l'auteur nous fait comprendre que c'est pitoyable. Vous voyez, tout ça dans une même phrase. Et ça, c'est une prouesse merveilleuse. Certains écrivains ont fait ça naturellement, mais chez lui, ça prend si vous voulez, une ampleur particulièrement incroyable. Donc, un comique qui n'est jamais gratuit, qui masque assez souvent le tragique, parce que pour Gary, qui est très pessimiste, quoique l'espoir chez lui ne parte jamais, ne soit jamais exclu, le tragique doit être désamorcé par le comique. On ne peut pas, et c'est ce que dit aussi Ionesco, c'est ce que disent évidemment beaucoup de gens, on ne peut pas, si vous voulez, dire certaines réalités autrement qu'en les désamorçant, en les profanant par le rire. Hein, et ça, c'est tout à fait ce qu'il veut faire. Alors, cette langue, donc, est une langue qui veut parler directement au cœur. Elle parle à l'envers, et l'auteur nous dit, c'est pour arriver, peut-être, il dit je parle à l'envers, c'est pour arriver peut-être à exprimer quelque chose de vrai. Ou encore, il dit, j'essaye de faire une percée. Qu'est-ce que c'est qu'une percée? C'est évidemment ce que veut faire justement celui qui va changer de peau. Alors on y arrive à celui qui va changer de peau, qui est le héros de notre histoire et qui s'appelle Michel Cousin. Un mot sur l'argument. Je ne vais évidemment pas vous raconter toute l'histoire. Elle se résume d'ailleurs très bien. C'est l'histoire de Michel Cousin, un célibataire de 42 ans, monsieur tout le monde, qui travaille dans les statistiques, qui a une petite vie extrêmement rangée et qui est accablé d'une immense solitude. Il est extrêmement malheureux, extrêmement seul dans une société terrible. Alors, un jour, il se trouve en face d'un gros serpent, un python de 2,20 m, et il se rend compte que ce python incarne tout le malheur du monde. C'est-à-dire que le serpent, c'est celui que les gens n'aiment pas, c'est celui qui fait peur, c'est celui qui dégoûte, c'est l'animal que les gens, dans l'ensemble, détestent le plus. Alors, lui qui est très seul, se dit que ce python doit être très seul. Et il le prend chez lui. Il le prend chez lui et vous verrez ce qui se passe. Alors, il le prend chez lui et il décide de cohabiter avec ce python. Évidemment, c'est pas tellement facile, dans un petit 2 pièces dans Paris, d'habiter avec un python. Alors, Michel Cousin va rencontrer en fait 2 séries de difficultés. Et naturellement, je vous ai dit, nous sommes dans un roman qui est une fable métaphysique. Ces difficultés sont évidemment à transposer autrement. Alors, quelles difficultés? D'abord, le python, effectivement, est l'animal le plus détesté de tous. Et il s'en rend compte, malgré tous ses efforts, malgré ses campagnes d'information pour le faire connaître, il se rend compte que personne ne veut habiter avec le python et que le python attire des railleries, des moqueries, des méchancetés terribles. Et pour lui, c'est d'autant plus terrible qu'il s'est mis dans la tête d'avoir une femme. C'est quand même mieux quand on est un homme tout seul, un pauvre type tout seul, de se trouver une femme. Alors, il est très malin, il s'est choisi une femme qui pourrait avoir envie de cohabiter avec le python. Et le mieux, c'est de trouver une femme qui aura les mêmes origines. Donc, il a trouvé une jeune Guyanaise. Et il trouve que, voilà, ce sont les mêmes origines. Attention, on parlera de question de racisme, on est à l'opposé absolu du racisme, évidemment. Les mêmes origines pour lui,
C'est tout simplement qu'en effet, ils viennent tous les deux du même endroit, donc ils devraient se supporter, ça devrait aller bien. Les choses ne vont pas se passer comme ça. Donc, premièrement, le python, tout le monde le déteste. C'est pas possible de vivre avec un python. Pas possible de vivre avec quelqu'un de trop différent de soi. Et deuxièmement, ce python, il faut le nourrir. Et quelle est la particularité d'un python qui est en captivité? Il ne se nourrit que de proies vivantes. Alors évidemment, ça va poser problème. Alors à partir de là, notre personnage va avoir une suite d'aventures rocambolesques, plus significatives les unes que les autres. Je vous propose donc de voir les choses en trois moments, d'une façon très classique. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va regarder un peu quelle est cette société dans laquelle il évolue, et qui le met tellement mal à l'aise, un mal-être physique très puissant. Et puis, on va regarder comment lui, Michel Cousin, va essayer de s'en sortir, de faire une percée, de vivre autre chose. Et dans un troisième temps, évidemment, ça ce sera plus descriptif, dans un troisième temps, naturellement, on va essayer de comprendre le sens de cette épopée, qui est une épopée cocasse et en même temps tragique. Et cela nous amènera à réfléchir à ces notions extrêmement importantes chez Gary Ajar, qui sont les lois de la nature, et qui sont la question de l'engagement et la question de la métamorphose. Voilà. Avez-vous une question à poser avant que je me lance véritablement dans ma petite analyse d'abord de cette société, qui est la société où habite Michel Cousin. Alors, cette société, elle est vue avec près de 40 ans d'avance par rapport à nous. Ça pourrait être la nôtre. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de très très moderne, de très actuel, qui est pointé du doigt dans ce livre. Ce sont des coups de griffe. Hein. L'auteur ne fait jamais de longues descriptions qui n'en finissent pas. Il se contente de pointer du doigt, de stigmatiser par des coups de griffe des réalités terribles. Le métro aux heures de pointe, la surconsommation, le matérialisme effréné. On est en 1974. Voilà ce dont il parle. Voilà la société qu'il dénonce. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer qu'on n'est pas, comment dire, on est loin de pouvoir renier une telle société. À vrai dire, Gary est extrêmement dur sur cette société. Et quand il est très dur sur quelque chose, il est très cru. Alors, ne vous étonnez pas, dans Gros Câlin, comme dans tous les livres d'Ajar, il y a des choses très crues. Pourquoi? Parce que c'est une réalité crue et qu'il n'y a pas de raison de la cacher sous des mots qui seraient menteurs. Il dit la véritable prostitution n'est pas celle que l'on croit. Il faut savoir que Gary parle très souvent, dans ses livres, et Ajar notamment, des prostituées pour lesquelles il a une grande tendresse. Madame Rosa, qui est l'héroïne de La vie devant soi, est une ancienne prostituée. Il a une grande tendresse parce qu'il considère que ce sont des femmes qui essayent, même s'il y a de l'argent à la clé, mais qui essayent, dans la mesure du possible, de donner quelque chose, en tout cas, de donner un peu d'amour, même si ce n'est pas toujours ça. En tout cas, idéalement, ça devrait être ça. Donc, les prostituées représentent pour lui j'allais dire un métier ou un corps de métier qu'il défend toujours et qu'il aime. Donc il dit, la prostitution n'est pas celle que l'on croit, celle qui ne se sert pas du cul, mais c'est celle des principes, des idées, du Parlement, de la grandeur et de l'espoir, celle qui ne procède pas par voie urinaire, mais par voie officielle. Cette société, que dénonce Gary, repose sur la force. La police est partout, elle demande leurs papiers aux gens, on est en 1974. Elle les embarque au poste, pour un oui ou pour un non. Paris, conclut Gary, c'est une ville où l'on vit sur les nerfs, la moindre étincelle peut mettre le feu aux poudres. Heureusement, pour le héros du roman, il n'aura pas de problème avec son python, parce qu'un python, c'est comme la police, ça rentre. Alors, cette société, plombée par son matérialisme, embrigadée par sa police omniprésente et profondément malhonnête, somme toute, n'est pas sauvée par ses représentants. Ce sont des individus qui évoluent entre arrogance et hypocrisie, compromission et lâcheté. Si je les trouve intéressants, ça n'est pas parce qu'ils sont loin, c'est simplement parce qu'ils nous apparaissent aujourd'hui, non seulement comme des gens qui sont parmi nous, mais nous sommes tous un peu de ces personnages. Vous voyez,
C'est-à-dire que ce que dénonce Gary, c'est non seulement des types de personnages, mais c'est ce que nous sommes tous un peu à travers ces types. Et cela donne lieu à une série de portraits qui sont des portraits un peu comme les portraits de la Bruyère qui seraient écrits au XXe siècle. J'en ai retenu 3 de ces portraits. Il y a d'abord le portrait du collègue de bureau. Ajard dit « Je me méfie de ce gars-là, il me fait même un peu peur, il me dérange. » C'est le genre de personne qui fait semblant d'être là chez lui, alors qu'on sait bien que c'est pas vrai, qu'il fait semblant. Ce garçon de bureau, il a toujours l'air renseigné, avec des coups d'œil malins, à la française, avec lueur d'ironie et clarté, comme pour vous dire que lui, il connaît la manière. On peut en sortir, il n'y a qu'à pousser. On connaît bien ce genre de personnes, qui savent, eux, ils savent, il n'y a qu'à, effectivement. Il n'est pas méchant, ce collègue de bureau. Il voudrait même aider sincèrement Michel Cousin, dont il pressent la solitude, mais il est tellement balourd qu'il arrive à des catastrophes. Et Cousin affirme, en parlant de lui et des autres qui le ressemblent, des ambitieux tous, avec des exigences et des prétentions. Et il dit, c'est le fascisme au fond. Un tout petit mot sur cette dénomination évidemment extrêmement violente. Romain Gary, d'origine juive, qui a été résistant, est obsédé par le problème de la Shoah. Ça revient dans tous ses livres. C'est quelque chose qui est constamment là chez lui. Et quand il parle de fascisme et de nazisme, c'est à la fois avec une conscience très aiguë de ce qui s'est passé pour les Juifs, mais c'est en même temps déconnecté, c'est-à-dire que ce sont devenus des termes qui sont des généralités pour dire des totalitarismes absolument inacceptables. Vous voyez, quand on lui demandait ce que c'était pour lui d'être juif, il répond c'est une façon de me faire chier. Ce qui veut dire par là qu'il voilà, ne peut pas se sentir plus concerné, en l'occurrence. Vous voyez? Donc, quand il parle de fascisme ou de nazisme, c'est à la fois connecté à l'histoire, mais totalement déconnecté, parce que c'est pour stigmatiser toute attitude qui serait une attitude relevant du manque d'amour, du manque de fraternité. Quelqu'un, par exemple, qui tue un bébé phoque, eh bien, pour lui, s'il n'est pas traumatisé à vie, dit-il, c'est un peu une provocation en même temps, mais bon, il le pense, je pense, c'est un cannibale pour les SS. Voilà. Donc, premier personnage. Deuxième portrait, celui du prêtre. Comme le policier est garant de l'ordre social, le prêtre est en charge de l'ordre moral. Alors attention, le prêtre, c'est la religion, c'est l'Église. Ne confondez pas avec sa foi en Dieu ou pas sa foi en Dieu. Ne confondez pas avec toutes les questions spirituelles pour dire bah, c'était un matérialiste né, etc. Ce n'est pas vrai du tout. Une des rencontres, quand on lui fait parler des rencontres qui l'ont marqué, sa grande rencontre, ça personne ne le sait, c'est Teilhard de Chardin. Vous voyez, c'est la personne pour laquelle il a le plus d'admiration. C'est Teilhard de Chardin. Donc, bon, on sait que Teilhard de Chardin a eu évidemment tous les ennuis avec l'Église. Hein, donc, lorsqu'il parle du prêtre ici, il parle évidemment d'une certaine manière de se comporter des gens d'Église, ça va de soi. Alors, Cousin va le voir, ce prêtre, pour lui parler de son python et du problème de sa nourriture, évidemment. Mais il est borné dans sa conception des choses. Et quand Cousin lui dit « Mais moi, je ne peux pas donner des souris vivantes, je ne peux pas donner une souris à mon python », l'autre lui répond « Mêlez-vous de ce qui vous regarde ». Ce qui est une première manière brutale, effectivement, d'éluder le problème et surtout de se laver les mains d'un problème qu'on ne veut pas voir en face. La suite est encore plus grave. Même s'il ne parle que de serpents et de souris, le prêtre tient un raisonnement qui n'est pas innocent, si on se souvient en effet de ce que Gary a dans la tête à Ajard quand il écrit ça. Cousin dit « Je me sens incapable de nourrir Gros-Câlin. L'idée de lui donner une pauvre souris blanche à manger me rend malade. Faites-lui bouffer des souris grises, dit le curé. Grise ou blanche, pour moi, c'est la même chose. Achetez-en un tas des souris, vous les remarquerez moins. C'est parce que vous les prenez une à une que vous faites tellement attention. Ça devient personnel. Prenez-en un tas anonyme, ça vous fera beaucoup moins d'effet. Vous y regardez de trop près, ça individualise. Vous voyez ce que c'est lourd de sens, ce qu'il dit là. Ça nous fait rigoler, mais c'est terrible ce que c'est lourd de sens. Et il ajoute cette phrase qui, quand on connaît un petit peu Gary, quand on a lu sa vie, est tout à fait poignante parce qu'il va évoquer un problème qui, lui, le torture personnellement. Il est toujours plus difficile de tuer quelqu'un qu'on connaît.
J'ai été aumônier pendant la guerre. Lui n'a pas été aumônier, mais il a été dans l'armée de l'air. Il a fait des bombardements. Je sais de quoi je parle. On tue beaucoup plus facilement de loin, sans voir, que de près. Les aviateurs, quand ils bombardent, ils sentent moins. Ils voient ça de très haut. Et là, en fait, c'est probablement un des lieux où Gary parle le plus à cœur. En fait, quand on veut connaître Gary, il faut lire les fictions de Gary. Parce que quand on lit les interviews, ou quand on écoute les interviews de Gary, il raconte n'importe quoi. Il invente. C'est à travers ses fictions qu'on peut le connaître vraiment. Et ces jours-ci, j'ai beaucoup écouté et vu d'entretiens, d'interviews, d'émissions avec lui. On l'a jamais là-dedans, pratiquement, alors qu'on le touche d'une façon incroyable dans ses romans. Alors, vous voyez, c'est tout à fait terrible. Et le prêtre termine par dire à Cousin, vous manquez de résignation chrétienne. Et il ajoute, en conclusion, faites-le nourrir par quelqu'un d'autre, votre animal. Épousez une jeune femme simple et travailleuse. Elle vous donnera des enfants, et alors la loi de la nature, vous n'y penserez même plus, vous verrez. Et il ajoute, dernier point, vous savez, il y a des enfants qui crèvent de faim dans le monde. Vous devriez y penser de temps en temps, ça vous fera du bien. Voilà, le style de Gary. Troisième portrait. Ce troisième portrait nous montre un certain professeur Tsourès. Ce monsieur est ce qui s'appelle une sommité humanitaire. Je regrette beaucoup que ma cousine Éléonore Morel, qui a présenté l'association Primo Levi l'autre jour, ne soit pas là pour entendre ça. C'est une charge, alors évidemment elle n'est pas comme ça, ça va de soi, mais c'est une charge contre l'homme engagé, l'intellectuel engagé, qui est redoutable. Alors cet intellectuel engagé, il signe des pétitions en nombre et sans discernement, comme si seul comptait le fait de signer et que le sujet n'avait pas d'importance. Et en fait, quand il parle, ça pourrait être tout à fait du Candide, enfin du Voltaire dans Candide. Approximation, grand nombre, vous savez, quand il parle de la guerre, c'est exactement ça. Alors, il dit de cet intellectuel, il a signé l'an dernier 72 protestations, appel au secours et manifeste d'intellectuels. Il y avait un peu de tout, des génocides, des famines, des oppressions. Cousin, c'est monsieur tout le monde. Il est pris au piège du jeu médiatique et il était perdu d'admiration. Il est conditionné dans ses choix. Alors voyez un exemple typique de l'auteur qui nous parle au-dessus, au-delà de son personnage. Lorsqu'on massacre, et c'est voilà Cousin qui parle, lorsqu'on massacre ou qu'on persécute quelque part, mais que le professeur Tsourès ne signe pas, je m'en fous, je sais que c'est pas garanti. Et il ajoute, alors ça doit être jubilatoire pour l'auteur, il me faut sa signature au bas pour me rassurer, comme pour un expert en tableau. Il faut qu'il authentifie. Il paraît que c'est plein de faux dans l'art, même au Louvre. Alors, on imagine ce qu'il a pu s'amuser en écrivant des trucs pareils, effectivement. C'est toujours à double sens et c'est toujours intelligent. Alors, moyennant quoi, malgré son impact incroyable sur ses voisins et sur les concitoyens, M. Tsourès, évidemment, ignore parfaitement son voisin de palier, Cousin. Au début, il me saluait au passage en soulevant légèrement son chapeau à cause du bon voisinage. Mais comme il continuait à me trouver sur son palier, le salut devint de plus en plus sec et puis il ne me salua plus du tout. Il passait à côté d'un air irrité, regardant droit devant lui. Et ses cousins qui analysent, évidemment, je n'étais pas un massacre. Et même si je l'étais, ça ne se voyait pas de l'extérieur. Je n'étais pas à l'échelle mondiale. J'étais un emmerdeur démographique du genre qui se prend pour. C'était lui, un homme à cheveux gris, qui était habitué à la torture en Algérie, au napalm au Vietnam, à la famine en Afrique. Je n'étais pas à l'échelle. Je ne faisais pas le poids de malheur. J'étais strictement zéro, alors qu'il était riche d'amour et avait l'habitude de compter par millions. La conclusion est acide. Il y a des gens qui saignent seulement à partir d'1 million. C'est l'embarras des richesses. Gary a démasqué le personnage. Cousin, lui, en fait les frais. Je l'ai fréquenté pendant des mois. Et il s'est montré d'une délicatesse extraordinaire. Jamais il ne m'a demandé ce que je faisais là devant sa porte, ce que je voulais, qui j'étais. Ces 3 portraits, donc, présentent 3 types qu'Ajar Gary connaissait bien et qui correspondent, je vous l'ai dit, à des gens bien précis dont on est, nous, en quelque sorte, des représentants d'une façon ou d'une autre. On a donc le donneur de leçons,
qui est sûr de lui, qui est persuadé d'avoir la science infuse et qui n'a aucun tact. On a le prêtre qui élude la question de l'homme pour un Dieu qu'il invente et qui est le pire de tous. Et puis l'intellectuel engagé qui ne s'occupe que des multitudes. Eh bien, chez ces trois types, se décline de toutes les façons possibles, de toutes les facettes, l'indifférence, la grossièreté, le manque de tact et l'égoïsme. Mais tout ça procède d'une seule et même réalité, d'un seul et même manque. C'est l'amour. C'est ce que Gary appelle la fraternité. Malheureusement, ces trois personnages ne sont pas les seuls à pratiquer un individualisme forcené. Cousin évolue dans un monde où la communication n'existe pas. Et de fait, il remarque que quand on rencontre quelqu'un, eh bien, c'est comme s'il n'était pas là. Dans les lieux qui imposent une certaine promiscuité, je pense aux ascenseurs. C'est lui qui parle des ascenseurs. Évidemment, les ascenseurs, pour moi, ça a du sens. La règle est d'ignorer celui avec lequel on se trouve pourtant presque corps à corps. La plupart des gens restent debout, sans se regarder, verticalement et raide, pour ne pas avoir l'air d'envahir le territoire des autres. C'est des clubs anglais, les ascenseurs, sauf que c'est debout, avec les arrêts aux étages. La seule complicité entre deux inconnus côte à côte se fonde sur l'absence de mots à se dire. Nous nous serrâmes la main et ne trouvâmes immédiatement rien à nous dire, ce qui établit entre nous une complicité sympathique. Alors, sans communication, évidemment, il ne saurait y avoir de fraternité, et évidemment, il n'y a pas de solidarité. Dans ce monde, celui qui tente un geste de solidarité, celui qui veut faire quelque chose pour les autres, et qui, naturellement, est celui qui aurait besoin qu'on agisse pour lui, et alors vous avez bien conscience qu'on est là dans quelque chose qui est totalement réciproque, eh bien, celui qui fait un geste vers les autres va recevoir une leçon très cruelle. Et voici ce petit épisode des aveugles. Cousin s'est mis dans la tête, pour aider les autres, mais pour être aidé aussi, de faire traverser des aveugles. Parce qu'en aidant les autres, il va, lui, recevoir de l'aide. Aider les autres, c'est recevoir de l'aide. Voici ce qui se passe. Tous les soirs, après le travail, je me rendais à l'Institut des aveugles et je me postais à l'entrée. Vers 7 heures, les aveugles commencent à sortir. Avec un peu de chance, je réussissais à m'emparer de 6 ou 7 et à les aider à traverser la rue. J'en prenais un sous le bras, on traversait, toute la circulation s'arrêtait, on faisait attention à nous. On échangeait quelques mots souriants. Et puis un jour, je suis tombée sur un aveugle qui n'était pas diminué du tout. Je l'avais déjà aidé plusieurs fois et il me connaissait. Par une belle après-midi de printemps, je l'ai vu sortir. Je courus vers lui, je le pris sous le bras. Je ne sais pas comment il a su que c'était moi, mais il m'a reconnu tout de suite. « Foutez-moi la paix, gueula-t-il. Allez faire vos besoins ailleurs. » Et puis il a levé sa canne et il a traversé tout seul. Le lendemain, il a dû me signaler à tous ses copains, parce qu'il n'y en avait pas un qui acceptait de me tenir compagnie. Je comprends très bien que les aveugles ont leur fierté, mais pourquoi refuser d'aider un peu les autres à vivre? Donc vous voyez, chez lui, il y a non seulement cette langue incroyable, mais le besoin de fraternité est tel qu'il y a totalement, tout le temps, inversion des valeurs. Vous voyez, celui qui veut aider, c'est celui qui a besoin d'aide. Et si l'autre ne veut pas être aidé, en fait, il refuse d'aider. On est là dans quelque chose de très, très, très fort. Donc, une scène où les rôles sont inversés, dans laquelle il faut voir évidemment l'affirmation du credo garien, selon lequel la véritable fraternité repose encore plus sur le don que sur la réception. Cousin tire la conclusion suivante. Je suis né trop tard pour la fraternité. Ça n'a plus rien à nous donner. J'ai raté les juifs persécutés que l'on pouvait traiter d'égal à égal avec noblesse, les noirs lorsqu'ils étaient inférieurs, les arabes lorsqu'ils étaient encore des bicots. Il n'y a plus d'ouverture pour la générosité, il n'y a plus moyen de s'en obliger. Cousin vit donc une affreuse solitude. Et celle-ci est d'autant plus sensible, d'autant plus forte, qu'il habite une grande ville, il habite Paris. Or, comme chacun sait, plus on est nombreux, plus on est seul. Quand chacun de vous est entouré de millions de gens, c'est la solitude, dit-il. Il y a des millions d'usagers, et est-ce
dans la région parisienne. Et on les sent bien qui ne sont pas là. Mais moi, j'ai parfois l'impression qu'ils sont 100 millions qui ne sont pas là. Et c'est l'angoisse, une telle quantité d'absence. J'en attrape des sueurs d'inexistence. Mais mon médecin me dit que c'est rien, la peur du vide. Ça fait partie des grands nombres. C'est pour ça qu'on cherche à y habituer les petits. C'est les maths modernes. La multitude est donc terrible. Terrible parce qu'elle permet l'anonymat. Et terrible parce qu'elle accuse la solitude du chiffre 1. Le tragique du chiffre 1. Le chiffre 1, il est proprement insupportable à l'homme. L'homme n'est pas fait pour le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est l'angoisse, le sentiment d'infériorité, de frustration. Ce chiffre, pour notre Ajar Gari, est incarné par Charlot. Il faut savoir qu'il disait de Chaplin, d'ailleurs, comme de Groucho Marx, que ça avait été pour lui les influences littéraires les plus importantes de son existence. Et donc, il pense à Chaplin et il dit « Le 1, c'est Charlot. Je suis obligé de laisser Groscalin seul tous les jours, car il n'est pas question de le prendre au bureau avec moi. Ça ferait jaser. C'est dommage parce que je suis dans les statistiques, et il n'y a rien de plus mauvais pour la solitude. Lorsque vous passez vos journées à compter par milliards, vous rentrez à la maison dévalorisé, dans un état voisin du zéro. Le nombre 1 devient pathétique, absolument paumé et angoissé, comme le comique bien triste Charlie Chaplin. Chaque fois que je vois le nombre 1, j'ai envie de l'aider à s'échapper. Ça n'a ni père ni mère. C'est sorti de l'assistance publique, il s'est fait tout seul, et il a constamment à ses trousses derrière le zéro qui veut le rattraper, et devant toute la mafia des grands nombres qui le guette. 1, c'est une sorte de certificat de prénaissance avec absence de fécondation et d'ovule. Ça rêve d'être 2, ça ne cesse de courir sur place à cause du comique. C'est les micro-organismes. Je vais toujours au cinéma pour voir les vieux films de Charlot et rire comme si c'était lui et pas moi. Si j'étais quelqu'un, je ferais toujours jouer 1 par Charlot avec son petit chapeau et sa badine, poursuivi par le gros zéro qui le menace avec cet œil rond qui vous regarde et qui fait tout ce qu'il peut pour empêcher 1 de devenir 2. Il veut que 1, ce soit 100 millions. Il ne veut pas moins, parce que pour que ce soit rentable, il faut que ce soit démographique. C'est comme ça que Charlot est tout le temps obligé de fuir, et il se retrouve toujours seul, sans fin et sans commencement. Pour échapper au chiffre 1, Cousin explique, j'ai commencé à m'intéresser au nombre. Il avoue encore, je dis nous à titre de pluriel, car je me sens parfois très seul. Mais le pluriel s'arrête le plus souvent à 2. Je ne compte jamais au-delà de 2 quand je suis seul. Pour autant, la souffrance du héros accablé par sa solitude est traitée en ajar, c'est-à-dire qu'elle ne donne jamais lieu à des descriptifs larmoyants. Il faut rire du tragique, et il faut prendre la question par le pied, justement pour en rire. Par exemple, il faut voir les questions qui se posent au chiffre 1. Faut-il, quand on est 1, avoir, par exemple, un lit simple ou un lit double? Grande question. Voici ce que ça donne, Cousin tranche. Les lits m'ont toujours posé des problèmes. S'ils sont étroits pour une seule personne, ils vous foutent dehors en quelque sorte. Ils vous coupent vos efforts d'imagination. Ça fait 1 sans embâche, sans ménagement. T'es seul, mon vieux, tu sais bien que tu le resteras. Je préfère donc les lits à 2 places, qui s'ouvrent sur l'avenir. Mais c'est là que se présente l'autre côté du dilemme. Car avec un lit pour 2 chaque soir et toute la journée, samedi et dimanche, on se sent encore plus seul que dans un lit pour 1, qui vous donne au moins une excuse d'être seul. En fait, toutes les mathématiques pourraient se résumer à l'égalité suivante, pour Cousin, évidemment pour Ajar et pour Gary. 1 égale 2, et non pas 1 plus 1 égale 3. 1 égale 2. Car notre homme le sait bien, un avenir, c'est 2 avenirs. C'est élémentaire, ça s'apprend au berceau. Et quand un homme reste résolument 1, très vite, il a le sentiment de tendre au 0. Ce qui nous amène à un autre paradoxe. Lorsqu'on tend au 0, on se sent de plus en plus et pas de moins en moins. Moins on existe et plus on est de trop. La caractéristique du plus petit, c'est son côté excédentaire. Dès que je me rapproche du néant, je deviens en excédent. Dès qu'on se sent de moins en moins, il y a à quoi bon et pourquoi foutre. Il y a poids excessif.
Voici donc dans quelle société vit notre personnage. Et voici donc le malaise qui est le sien, cette solitude, ce besoin d'amour qui naturellement n'est pas simplement le besoin d'amour qui est celui de Cousin, mais dans lequel chacun peut se reconnaître d'une manière ou d'une autre. Alors, le voilà parti dans une épopée tout à fait cocasse. Il s'agit pour lui, d'abord, de trouver un peu de tendresse. Et la tendresse, c'est quoi? Ce sont des bras. Les bras, c'est d'une importance capitale, remarque Cousin dans un moment de solitude aiguë. Et comme il n'en a pas d'autre à sa disposition, il décide de se prendre lui-même dans ses bras. Il n'y a en effet rien de plus apaisant et délicieux qu'un besoin naturel satisfait. L'autre jour, j'en ai fait l'expérience. Je me suis pris moi-même dans mes bras et j'ai serré. J'ai refermé mes bras autour de moi-même et j'ai serré très fort pour voir l'effet affectueux que ça fait. Je me suis serrée dans mes bras avec toute la force dont je suis capable, en fermant les yeux. C'est très encourageant. Alors évidemment, ça donne lieu parfois, ce genre d'attitude, à des scènes un peu cocasses. Imaginez que vous êtes au milieu du salon, en train de vous prendre dans vos bras. Vous vous étreignez. Et voilà que la femme de ménage arrive. C'est ce qui se passe. Et ça donne quelque chose que je trouve savoureux. Voilà donc Madame Niat, la femme de ménage, qui arrive au moment où Cousin est en train de s'étreindre, comme il dit. C'est Madame Niat avec sa clé, son seau d'eau et son balai. Elle me regardait avec une stupéfaction non dissimulée. Je me dénouais aussitôt par considération pour son incompréhension et ses habitudes. Eh ben ça alors, c'est une Française. Eh ben vraiment? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait combien de temps que vous êtes comme ça, debout en pyjama, à vous tenir dans vos bras au milieu de la pièce? Je haussai les épaules. Je ne pouvais pas lui expliquer que je faisais des exercices affectueux pour me préparer à une longue journée dans l'environnement. Il y a des personnes qui en sont si loin qu'elles ne le sentent même pas. Et alors, c'est du yoga. Yoga, je m'étreins. Je m'étreins, c'est dans le dictionnaire. Ça existe, je ne l'ai pas inventé. C'est la communion avec quelqu'un, quelque chose. Ce sont ce qu'on appelle dans le langage courant des exercices affectueux. On s'étreint. C'est la dernière position qu'on a recours à dans le yoga, quand on s'est déjà mis dans toutes les positions et qu'il ne reste plus rien. Vous trouvez tout ça sur les affiches de Comment vivre dans le Grand Paris, les secouristes et tout ça, le bouche à bouche. C'est bon pour quoi? C'est bon pour la qualité de la vie. Ah bon? Oui, la vie, ça demande de l'encouragement. N'avoir que 2 bras, c'est bien, mais c'est pas assez. Le compte n'est pas bon. 2 bras, les miens, c'est du vide. Il m'en faudrait 2 autres autour. Je me sentais soudain au complet quand j'ai eu 2 bras de plus, reconnaît Cousin. Alors, il a essayé d'aller, évidemment, chez les prostituées, ce qu'il appelle les bonnes putes, et il a trouvé que c'était bien, que c'était déjà ça, et que ça ne suffit pas, alors il a eu son python. Son python, il sait qu'il peut compter sur son python, sur le bras de son python. Avec Gros Câlin ainsi nommé, je me sens différent, je me sens acceptée, entourée de présence. Je ne sais pas comment font les autres, il faut avoir tué père et mère pour vivre comme ça. Lorsqu'un python s'enroule autour de vous et vous serre bien fort la taille, les épaules, et appuie sa tête contre votre cou, vous n'avez qu'à fermer les yeux pour vous sentir tendrement aimé. Moi, il faut dire, j'ai toujours manqué de bras. Lorsqu'on a besoin d'étreinte pour être comblé dans ses lacunes, autour des épaules surtout et dans le creux des reins, et que vous prenez trop conscience des 2 bras qui vous manquent, un python de 2,20 m fait merveille. Gros Câlin est capable de m'étreindre ainsi pendant des heures et des heures. Avec Gros Câlin, Cousin commence par trouver qu'il se sent moins seul. Lorsqu'on est bien ensemble, dit-il, on n'a aucun besoin de se mentir, de se rassurer. Je dirais même que l'on reconnaît le bonheur au silence. Lorsque la communion est vraie et entière, sans prime, seul le silence peut l'exprimer. Naturellement, vous imaginez bien que le python ne va pas suffire, car on ne peut pas partager grand-chose avec un python. Quand il vous regarde, c'est avec une expression d'indifférence profonde, nous dit Cousin, et ça, c'est terrible, parce qu'il faut partager. L'homme est fait pour partager. Et Cousin dit, même dans les histoires de cul, il n'y a que les sentiments qui comptent. Ce que veut Cousin,
c'est donc d'abord le dialogue. Comment faire quand on est avec personne, juste avec un python? On lui a conseillé de s'adresser aux choses qui l'entouraient, aux choses familières, de parler à son fauteuil, sa cafetière, sa pipe. Il appelle ça l'interpellation ou l'interrogation. Il expérimente cette pratique par hygiène mentale, et il finit par trouver quand même que c'est pas le dialogue. Ça répond pas, ça fait le flasque sans écho, rien, il n'y a pas de réponse. Alors il écrit au journal des amis. Et ce journal encourage l'art du dialogue, des questions et des réponses. Voici ce qu'il dit. Selon vos conseils et réponses au lecteur, je me suis appliqué à cultiver mon intérieur, dit Cousin, et à le rendre plus agréable. Je me suis entouré de meubles peu nombreux mais sympathiques, et d'objets de même nature afin de me sentir chez moi suite à votre encouragement. J'avoue cependant que le sens de cette expression m'échappe, car je ne me sens, très important cette phrase pour Gary, car je ne me sens même pas chez moi, mais chez quelqu'un qui n'est pas là non plus, ce qui crée bien sûr entre nous un lien fraternel d'absence réciproque. Mais rend la fréquentation difficile. Il est évident, malgré cette contradiction, ce nœud, comme diraient certains, évidemment c'est toujours le lexique du python, que pour être vraiment chez soi, il faut être d'abord chez les autres. J'aurais pu l'appeler comme ça, cette conférence. Pour être d'abord vraiment chez soi, il faut être d'abord chez les autres. C'est pourquoi je vous écris à nouveau, dans l'espoir d'un conseil, quelles sont les possibilités de communication et de dialogue. Alors le journal répond, et il répond en lui donnant l'adresse d'un ventriloque. Ça va l'aider. Le ventriloque, c'est merveilleux pour l'art de se rassurer, de dialoguer avec soi-même, avec l'environnement, et même, dans les cas désespérés, avec l'univers. Ils n'ont pas de secret. Et, selon le journal, il y a d'ailleurs quelques grands poètes, penseurs et créateurs qui ont ainsi dialogué avec l'univers et obtenu des réponses d'une grande portée artistique, comme, c'est lui qui cite évidemment, Malraux, Nietzsche, Camus, et j'en passe. Et là, il parle véritablement. Parler avec l'univers, grande portée artistique, c'était des gens évidemment qui l'appréciaient. Alors Cousin se rend plein d'espoir chez un certain Monsieur Parisi, un Italien de 73 ans, qui va lui expliquer comment procéder. Et je ne résiste pas à la tentation de vous lire la première visite chez le ventriloque. Donc le ventriloque va faire tout parler, c'est-à-dire que lorsque Cousin va arriver chez lui, il va entendre des tas de choses. C'est le ventriloque évidemment qui a fait faire, qui a produit ces bruits. Et puis, il va aussi devoir répondre au téléphone, et au téléphone, le ventriloque qui parle. Et je trouve ce morceau poignant. Il m'ouvrit la porte et m'éblouit tout de suite par son art. J'entendis en effet derrière son dos, venant de tous les côtés, des chants d'hyènes, des rires d'oiseaux, des roucoulements de pigeons et d'amour tendre, des cris de femmes heureuses. « C'est le pied, c'est le pied !» Un âne qui gueulait et un rugissement d'étudiants. « C'est pour vous assurer que vous ne vous trompez pas d'étage, monsieur, me dit-il, en me serrant la main avec un fort accent italien. Car il n'est pas de chez nous. Monsieur Parisi est un ventriloque très réputé. Depuis qu'il a quitté la scène, il enseigne l'art du dialogue dans un but sociologique et humanitaire, m'expliqua-t-il, apprenant à nos semblables à formuler des interrogations et à recevoir les réponses et les apaisements nécessaires. Il me fit entrer dans un salon propre et tout de suite, il fit sonner le téléphone. « C'est pour vous, me dit-il, allez répondre. »« Mais, allez-y, mon ami, allez, répondez. » Je décrochai l'ustensile. « Allô ?» fis-je prudemment. « C'est toi, mon chéri !» fit une voix de femme. « C'est toi, mon amour. Tu as pensé à moi ?» J'avais la chair de poule. Monsieur Parisi était à l'autre bout de la pièce, ça ne pouvait pas être lui. Puis cette voix de femme, et même plus que ça, une voix féminine. « Tu as pensé à moi, mon chéri ?» Je me taisais. Évidemment que j'ai pensé à elle. Je n'ai fait que ça. « Tu me manques, tu sais. » Dans un murmure, très doux, à peine perceptible. C'était un téléphone d'une sensibilité extraordinaire. « Allez-y, dit monsieur Parisi, rassurez-la. Je sens qu'elle s'inquiète, elle a peur de vous perdre. » C'était maintenant ou jamais. « Je t'aime, lui dis-je tout blanc. « Plus fort, me lança monsieur Parisi en mettant la main sur son ventre. « Là, il faut que ça vienne du creux, là, que ça sorte. »« Je t'aime !» hurlai-je du creux et de peur. « Ce n'est pas la peine de gueuler, dit monsieur Parisi. C'est la conviction qui compte. Il faut que vous y croyiez vous-même. C'est ça, l'art. Allez-y. » Je dis au téléphone. « Je t'aime. Il m'est très difficile de vivre sans toi, tu peux pas savoir. »
Ça fait si longtemps que je suis là au bout du fil. Ça a fini par s'accumuler à l'intérieur. J'ai accumulé un véritable stock américain, je veux dire, un surplus formidable. C'est pour toi. Je parlais 5 bonnes minutes avec le téléphone, et quand je me suis tue, il y eut un soupir et un baiser, et puis le bruit du receveur qu'on raccroche. Je me retrouvais seule avec M. Parisi, les genoux tremblants. Je n'ai pas l'habitude de l'exercice. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette scène. Je la trouve absolument prodigieuse. Alors vous voyez qu'elle est à la fois drôle et extrêmement sérieuse, extrêmement grave évidemment. Il faut exercer votre imagination si vous voulez en recueillir les fruits. L'amour ne peut pas se passer d'échanges de petits billets doux que l'on s'adresse et que l'on se renvoie. C'est indispensable d'aimer. Mes cousins qui continuent son expérience, son initiation, parce qu'on est dans une épopée, mais en même temps dans une initiation, s'aperçoit que c'est bien gentil d'être aimé. Mais ce qu'il faut surtout, c'est pouvoir aimer. Le plus important n'est pas d'être aimé, mais d'aimer. Je sais également qu'il existe des amours réciproques, mais je ne prétends pas au luxe. Quelqu'un à aimer, c'est de première nécessité. C'est encore plus important. Tout ce que j'exige impérieusement, avec sommation et hurlement intérieur qui ne dérange pas les voisins, c'est quelqu'un à aimer. Tout être vivant se trouve dans le même besoin. Même les serpents. Je suis sûre que les pitons rêvent de quelqu'un à aimer. C'est chez moi une certitude, affirme Cousin. C'est une personne à soi qu'il faut, une personne particulière. Dieu ne ferait pas l'affaire. Ne me parlez pas de Dieu, dit le narrateur au prêtre. Je veux quelqu'un à moi, pas quelqu'un qui est à tout le monde. Alors, pour illustrer ce besoin tellement vital, Cousin raconte l'histoire d'un retraité qui racontait partout qu'il avait perdu son chien. C'était faux, il n'avait jamais eu de chien. Mais le narrateur conclut, il vieillissait, il voulait se donner l'impression qu'il avait tout de même eu et perdu quelqu'un dans sa vie. On l'a laissé dire, après tout c'était égal, et il est mort comme ça, de chagrin, heureux parce qu'il avait quand même eu et perdu quelqu'un. Le mal dont souffre Cousin, c'est le même mal que celui du retraité. Et c'est le père Joseph qui le décèle. Vous souffrez de surplus, d'excédent, si vous préférez. Vous crevez d'amour. Le problème s'inverse donc. Ce qui en cause, ce n'est pas tant le manque extérieur, le vide, l'absence, que le trop-plein intérieur. Je souffre d'un surplus américain que je ne parviens pas à écouler. Sentiment de trop-plein qui rejoint celui d'être de trop, d'où un malaise existentiel profond qui repose sur un apparent paradoxe. Il m'arrive souvent de me sentir de trop, comme tous ceux qui ne se sentent pas assez. En termes psychologiques, on dirait évidemment que Cousin est affecté d'une émotivité surdimensionnée, évidemment. Mais il est en fait évidemment, comme tout le monde, simplement plus entier, c'est-à-dire qu'il représente d'une manière caricaturale ce que sont les autres hommes. Tout le monde souffre de ce mal. Je pense que ce curé a raison, dit Cousin, je souffre de surplus américain, je suis atteint d'excédent. Je pense que c'est en général et que le monde souffre d'un excès d'amour qu'il n'arrive pas à écouler, ce qui le rend hargneux et compétitif. Il y a le stockage monstrueux de biens affectifs qui se déperdissent et se détériorent dans le fort intérieur, produit de millénaires d'économie, de thésaurisation et de badlands affectifs, sans autre tuyau d'échappement que les voies urinaires génitales. Mais le ton ne trompe pas. Sous son ironie, l'auteur cache quand même un grand scepticisme. La générosité des hommes, ni l'auteur, ni le lecteur n'y croient vraiment. Les gens sont malheureux parce qu'ils sont pleins à craquer de bienfaits qu'ils ne peuvent faire pleuvoir sur les autres, pour cause de climat, avec sécheresse de l'environnement. Chacun ne pense qu'à donner, donner c'est merveilleux, on crève de générosité, voilà. Le plus grand problème d'actualité de tous les temps, c'est ce surplus de générosité et d'amitié qui n'arrive pas à s'écouler. Dieu sait pourquoi. Dans ce contexte, la liberté tant rêvée par les hommes n'est pas un cadeau, c'est une catastrophe, la liberté. Vous voyez ce qu'en dit l'auteur. J'étais plein de moi-même avec Bouchon. C'était l'angoisse. Je me sentais complètement libre, sans aucun lien de soutien avec personne. Une liberté sans dépendance aucune, et avec personne à l'appui, qui vous tient prisonnière, pieds et poings liés,
et vous fait dépendre de tout ce qui n'est pas là. La liberté est un truc particulièrement pénible, car si elle n'existait pas, au moins, on aurait des excuses, on saurait pourquoi. La liberté, il ne faut pas que ce soit seulement bancaire, il faut quelque chose d'autre, quelque chose, quelqu'un à aimer par exemple. Je dis ça en passant, pour ne plus être libre à bon escient. Donc vous voyez, une conception de la liberté, à l'inverse de ce qu'on peut comprendre, et qui implique évidemment une conception de l'amour assez extraordinaire. Alors, Cousin, évidemment, s'est rendu compte que le serpent ne lui suffit pas. Il décide qu'il lui faut une femme. Il jette son dévolu sur cette jeune femme qui est collègue de bureau et qui est en mini-jupe, ce qui évidemment est un intérêt considérable. Hélas, elle ne l'aime pas et son histoire va mal se passer. Mais ça, nous sommes dans l'histoire pure. Et comme je voudrais maintenant en venir au fond de la question, je vais m'arrêter sur ce qui est de la description de l'histoire. Alors revenons donc au problème initial de Cousin. Il voulait sortir de sa solitude et voilà que tous ses efforts ne l'ont amené qu'à un constat, ce n'est pas possible. La fraternité et l'amour sont vraiment rares dans ce monde, sont presque inexistants dans ce monde. Pourquoi? Pourquoi? Au départ, le héros se rassure avec une théorie tout à fait classique. Quand on y pense, c'est celle du Christ. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui est ce qui cause les préjugés, les haines, les mépris, c'est le manque de contact humain, de rapport, on ne se connaît pas. Voilà. C'est d'abord ce qu'il pense. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va sortir son python pour faire sa campagne d'information pour le faire connaître. Mais rapidement, il se rend compte que l'explication ne tient pas la route. Non seulement parce que les individus, au fond, ne désirent pas faire connaissance, on en sait quelque chose quand on habite une tour, mais parce que il est absolument impossible de remettre en cause, de faire remettre en cause chez les gens leurs préjugés qui sont vraiment tenaces. Alors cette explication ne tient pas la route pour une raison en fait simple, mais beaucoup plus profonde que découvre petit à petit notre héros, c'est que la racine du mal n'est pas sociétale. La racine du mal est ontologique. Le problème doit trouver sa solution dans la nature même. C'est la nature qui pose problème. Alors attention, quand on dit la nature, il ne s'agit pas de la nature que l'on admire avec les différents règnes, qui pour, au contraire, Gary, est quelque chose de magnifique. Si vous avez lu Les Racines du ciel, donc son livre qui a obtenu le Goncourt en 1956, un livre merveilleux, et bien dans Les Racines du ciel, il parle de la splendeur des éléphants. Il dit cette splendeur naturelle dont la vue fera toujours sourire d'allégresse tout homme digne de ce nom. Donc vous voyez, la beauté de la nature n'est pas en cause du tout. Qu'est-ce qui est en cause? C'est la condition naturelle. C'est la condition de l'homme. C'est ce qu'il va appeler les lois de la nature. Des lois qui ne sont pas acceptables. On a là un thème qui est tout à fait au cœur de la philosophie de la pensée de Gary. C'est par exemple ce thème qu'on aura dans La vie devant soi. Qu'est-ce qu'il y a dans La vie devant soi? Il y a l'idée que la vieillesse est un scandale insupportable. C'est aussi ce qu'on retrouve dans l'angoisse du roi Salomon. Et c'est même pour cela que Gary finit par se suicider. Il avait dit avant, la vieillesse c'est une catastrophe, mais je ne connaîtrai pas cette situation. Vous voyez, donc pour lui, il éprouve ça comme quelque chose de terrorisant, de terrible. Eh bien, la vieillesse, c'est une loi de la nature. Et c'est une loi de la nature qui est inacceptable. C'est une condition naturelle qui est inacceptable. Et dans, justement, La vie devant soi, on trouvait cette phrase « Ce n'est pas vrai que la nature fait bien les choses ». C'est Momo, le petit garçon de La vie devant soi, qui dit ça. La nature, elle fait n'importe quoi, n'importe qui. Elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Quelquefois, ce sont des fleurs et des oiseaux. Et quelquefois, c'est une vieille juive au 6e étage qui ne peut plus descendre. C'est pas la faute des vieux s'ils sont attaqués à la fin. Moi, je ne suis pas tellement chaud pour les lois de la nature. Parmi ces lois de la nature, Cousin découvre donc avec horreur celle qui fait que les espèces doivent se manger entre elles. C'est-à-dire qu'il a un python et que ce python doit manger des êtres vivants. Il achète une souris et il s'aperçoit que c'est pas possible. Ces êtres vivants qui se dévorent, qui s'entre-dévorent, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? La paix n'est pas possible dans un monde pareil. La plupart des gens trouvent la chose normale. Ainsi le vétérinaire.
qui, soit dit en passant, devrait être le premier à protéger toutes les espèces. Lui dit, les pitons, c'est drôle, en fait, ils trouvent de la jouissance au spectacle. Les pitons, c'est drôle, ils avalent, ils avalent. C'est intéressant à observer quand la souris est devant et que le piton ouvre sa gueule. Vous verrez. Cousin, lui, comme Ajar et comme Gary, en est blême d'horreur. L'être vivant est sacré. Et naturellement, ici, il s'agit aussi, et en premier lieu, des hommes. L'être vivant est sacré. Il est impensable de le sacrifier. Il faut toujours le voir comme son égal, d'un individu à l'autre. Il n'y a qu'égalité véritable, et c'est ça qu'il faudrait voir. Il est donc impossible au héros du roman de donner une souris au python. Cette souris, il la trouve drôlement mignonne. Il s'est tout de suite attaché à elle. Et il a fait ce qu'il ne faut jamais faire quand on ne veut pas s'attacher. Il lui a donné un nom. Si vous savez ce qui se passait dans les camps de concentration, vous savez très bien que chez les nazis, les gens qui partaient dans les fours crématoires n'avaient même pas la dénomination d'hommes, de femmes, etc. C'était des mots qui les chosifiaient complètement. Donc le nom donnait non seulement une appellation générique, mais alors encore plus un nom précis, évidemment, c'est personnalisé et c'est se rendre attachant. On ne peut pas donner un nom à une souris, il l'appelle Blondine. Comment donner Blondine à manger au serpent? C'est plus possible. Vous voyez, donner un nom, c'est très important. Alors, le héros de Gros Câlin est très malheureux. Un instant, il va se soumettre, se résigner à cette condition épouvantable. Il va faire comme on lui conseille, et c'est le curé donc qui lui conseille, demander à votre femme de ménage de le faire pour vous. Qu'il donne à manger. Qu'elle donne à manger, elle, au serpent. On s'en lave les mains tous, un jour ou l'autre, dit Cousin. Ça aussi, ça fait un peu froid dans le dos. La situation est donc tragique, parce que pour vivre, il faut tuer. Il faut s'entre-dévorer. Les hommes s'entre-dévorent, évidemment. Il faut voir ça autrement. Les hommes s'entre-dévorent. Ça n'est pas possible. Eh bien, pour être un homme digne de ce nom, pour acquérir un vrai statut d'humanité, l'homme donc se doit d'être contre nature. Cousin en est conscient. Lui qui dit fièrement de quelqu'un, il a essayé de me flatter en me disant que j'étais un acte contre nature. Mais j'ai très bien compris qu'il essayait seulement de me faire plaisir. Vous voyez? Parce que la nature a des lois qui sont insupportables à quelqu'un qui est véritablement empreint d'une humanité digne de ce nom. Et le personnage se rend compte que pourtant, malgré cette situation, il y a des tas de moments où l'on est plein d'espoir. Et justement, c'est dans la nature qu'on trouve son espoir. Paradoxe. Les saisons, par exemple, attestent de changements prometteurs. Les saisons. Cousin dit, je me suis toujours demandé pourquoi le printemps se manifeste seulement dans la nature et jamais chez nous. Ce serait merveilleux si on pouvait donner naissance vers avril-mai à quelque chose de proprement dit. De proprement dit. De fait, le cycle des saisons est favorable à l'espoir. La sortie de l'impossible. L'impossible, c'est donc, évidemment, vous l'avez compris, cette situation tragique de l'homme. La sortie de l'impossible, remarque Cousin, peut déjà s'observer à son état printanier et prémonitoire, sous les marronniers, sur les bancs du Luxembourg et dans les portes cochères. Autrement dit, les amours, les petits amoureux que l'on rencontre à ce moment-là au printemps, peuvent peut-être faire espérer d'un avènement possible de l'amour. Et dans l'histoire, la grande histoire, il y a des moments aussi, parfois, où l'on se prend à espérer. Ainsi, c'est comme ça qu'il a vécu mai 68. C'est toujours merveilleux quand toutes les barrières tombent et on se retrouve tous ensemble, on se rejoint. Au moment de la grande peur en mai 68, j'ai vu une fois, en regardant par la fenêtre, des gens qui se rencontraient au milieu de la rue et qui se parlaient. En fait, le changement devrait être si radical, vous voyez, pour qu'on puisse vivre en homme, tellement radical, qu'on devrait avoir une société, un univers sans barrière, avec effacement total des espèces et des races. Et ce changement est tellement radical qu'il faudrait, dit-il, qu'on arrive à faire en sorte que la 5e symphonie de Beethoven soit attribuée à Bach.
C'est-à-dire que la 5e symphonie de Beethoven, eh ben, c'est la 5e symphonie de Bach. C'est-à-dire que tous nos repères devraient être totalement chamboulés. Vous voyez, tout ce qui existe dans notre monde, pour aboutir à ce monde digne de l'homme, ça serait ça. Alors quand la réalité devient proprement invivable, que fait l'être humain? Il lui substitue naturellement le rêve. C'est ce que fait Cousin de plusieurs façons. Et notamment lorsqu'il interprète le réel d'une façon tout à fait erronée, ce qui lui permet de le vivre agréablement. Le réel, à ce moment-là, est dénié au profit d'un fantasme délicieux. Alors, si cette expérience était une expérience chez un être humain, évidemment, on parlerait de lui en termes psychanalytiques, on dirait qu'il est, je ne sais pas, psychotique, ou s'il est complètement réfugié dans le rêve, évidemment, hein, on lui trouverait des tas de choses pathologiques. Hein. Là, il s'agit d'un être fictif, donc évidemment, il prend tout à fait une autre coloration, il devient intéressant, voire drôle, dans la mesure où le lecteur est invité à communier avec la pensée critique de l'auteur, comme je vous l'ai dit, par-dessus l'épaule du narrateur. Voici une scène au restaurant chinois. Le narrateur, donc Michel Cousin, raconte « Je suis allé dîner dans un restaurant chinois de la rue Blatt, où on est très bien, car l'endroit est tout petit. Les tables et les personnes humaines sont très serrées les unes contre les autres, et quand on est seul, on a l'impression d'être plusieurs parce qu'on est au coude à coude fraternel avec les autres tables. On saisit des propos qui ne vous sont pas adressés, mais qui vous vont droit au cœur. On participe à des conversations, on profite des bons mots qui passent, et on a ainsi l'occasion de témoigner aux autres de son intérêt et de sa sympathie, et de leur prodiguer des marques d'attention. C'est la chaleur humaine. Là, dans cette ambiance fraternelle, je m'épanouis. Je fais le bout en train dans mon fort intérieur, le cigare aux lèvres. Je suis bien. La compagnie et la bonne franquette, c'est tout à fait mon genre. Donc, vous voyez, il s'invente totalement, il se réinvente totalement la réalité. Alors, on a en fait une mise en scène, une mise en abîme qui est particulièrement réussie. C'est-à-dire que, vous connaissez cette explication, ce terme de mise en abîme en littérature. Là, Cousin, en fait, rêve la vie dont rêve le romancier. C'est-à-dire que le romancier ne se contente pas de créer un univers, il crée un personnage qui rêve et qui crée la vie qu'il voudrait. Ce qui, du point de vue littéraire, est tout à fait intéressant. Alors, ce procédé donc de réinvention du réel par le personnage prend une coloration particulière quand il s'agit d'une histoire d'amour, et notamment l'histoire d'amour de Cousin. Cousin a donc une histoire d'amour avec Mademoiselle Dreyfus. Or, il n'a pas d'histoire d'amour. Il la rêve totalement. C'est-à-dire que dès qu'il se passe ou ne se passe pas quelque chose, il interprète ça dans le sens où il en a envie. C'est ce que font tous les amoureux, évidemment. Mais ici, on est dans un roman, et donc c'est ce que fait le romancier, et c'est ainsi que nous parle le romancier. Par exemple, lorsque un jour, c'est donc sa collègue de bureau, et un jour elle lui dit « Je vous ai croisé dimanche sur les Champs-Élysées. Oh, » il est bouleversé. J'étais stupéfait de la franchise, pour ne pas dire de la hardiesse, avec laquelle cette jeune femme manifestait son attention. Il déclare « Nous sommes faits l'un pour l'autre. Et si rien de définitif n'est encore intervenu entre nous, c'est simplement parce que nous attendons de mieux nous connaître. » Vous voyez, rien ne se passe. Voilà comment il interprète les choses. Il pense d'ailleurs que chacun des deux a une bonne raison de ne pas se lancer. Lui, il ne le fait pas parce qu'il a peur de manquer de tact. Et elle ne le fait pas, selon lui, parce que, et voilà ce qu'il dit, elle doit se dire qu'un homme qui s'entoure d'un python recherche des êtres exceptionnels. Et il ajoute cette phrase absolument inouïe, quand même, elle manque de confiance en elle. Et de ce fait, pendant des semaines, il n'ose pas se parler. Il se contente de prendre l'ascenseur, enfin, lui se contente de l'attendre pour prendre l'ascenseur en même temps qu'elle. Et il rêve pendant tout le trajet de l'ascenseur. On peut imaginer que c'est dans une tour. Il rêve qu'il fait des voyages et qu'à chaque étage, il va vivre une aventure avec elle dans un pays particulier. Donc, ce sont des voyages absolument extraordinaires. Et puis, un jour, il y a un tête-à-tête. Et il l'a invité pour le thé. La situation est dangereuse. Et il arrive encore à s'y retrouver. C'est-à-dire qu'elle arrive d'abord avec des collègues de bureau.
ce qui n'est pas terrible pour un tête-à-tête, évidemment. Ensuite, elle passe son temps à se maquiller dans la glace. Il dit, bah, c'est normal, c'est parce qu'elle attend que ses collègues partent. Lorsqu'elle s'en va, elle ne dit pas un mot, elle est particulièrement indifférente. C'est normal, elle est émue, bouleversée, au bord des larmes. Et lorsqu'après coup, il se remémore cette visite, il pense à toutes ces choses que nous ne sommes pas dites, mais que nous avons néanmoins échangées d'une manière tacite et par affinité. Donc vous voyez, il s'agit d'une reconstruction complète de la réalité. Reconstruction qui va gagner, en fait, va avoir son, j'allais dire, son plein épanouissement dans l'invitation au cinéma. Et pour ce thème-là, je finirai juste là-dessus. Voici cette invitation au cinéma un jour, qu'il ose lui faire. Elle lui dit, « Bonjour, vous nous avez reçus très gentiment samedi. » C'est dans l'ascenseur. Là, j'ai été formidable. Je saisis l'occasion en vol et j'ai fait un pas de géant. « Vous allez parfois au cinéma ?» demandai-je. Comme ça, très décontracté. Il y avait 5 personnes dans l'ascenseur. Et ça a fait l'effet d'une bombe. Enfin, ça m'a fait l'effet d'une bombe. Les autres faisaient comme si de rien n'était. Ils n'avaient pas l'air de comprendre que j'invitais mademoiselle Dreyfus au cinéma, tout simplement. Donc, elle répond, très rarement, le cinéma. Quand je rentre chez moi le soir, je suis très fatiguée. Le dimanche, je me repose. Elle me faisait ainsi comprendre que pour moi, elle ferait une exception. Et aussi, qu'elle ne traînait pas dehors, mais s'occupait de son intérieur et regardait le glissement, faisait la cuisine, soignait nos enfants en attendant mon retour à la maison. C'est un dérapage absolument incroyable. J'allais aussi sec lui proposer de sortir ensemble le dimanche prochain, mais on était arrivé. On s'est retrouvés sur le palier et elle me dit, avant de se diriger vers son bureau d'un air plein de sens, « Vous vivez vraiment très seul. » C'était dans le sac. On ne peut pas être plus clair sur le palier. Il faut vraiment se sentir sans personne pour vivre avec un python. Allez, un de ces jours peut-être. Je restais là, rayonnant, à respirer son parfum. Elle me ressourit avant de partir, en écartant les lèvres par une contraction musculaire. Et le sourire est resté sur le palier un bon moment, avec le parfum. Je sentais que les événements se précipitaient. Et je décidai d'acheter un bouquet de fleurs et de lui faire une surprise. Au lieu d'être en bas, devant l'ascenseur, comme tous les jours que Dieu fait, j'allais me placer en haut, sur le palier. Et elle allait s'inquiéter, se demandant ce qui m'était arrivé pendant tout le voyage, si j'étais peut-être malade. Et boum, elle allait tomber sur moi en sortant, qu'il attendait, un bouquet de violettes à la main, d'où émotion, aveux et bancs de Luxembourg, et fleurs sous les marronniers. Alors, vous allez dire, ce personnage qui s'invente totalement l'existence qu'il aimerait avoir, qui s'invente cet amour, ce personnage est bien naïf. Eh bien non, il n'est pas naïf. Et c'est cela qui est intéressant. Il n'est pas naïf. Il nous met sur la voie de sa réalité le jour où il dit « À côté de ma table de travail, il y a un grand panier pour mes lettres d'amour. Je les jette toujours là, après les avoir écrites. » Que trahit cette remarque? D'abord, la triste réalité, ces lettres d'amour ne sont pas celles qu'il reçoit, mais celles qu'il s'envoie. Mais surtout, on apprend ici que Cousin sait qu'il n'a pas reçu ces lettres d'amour. Il sait qu'il n'en recevra pas. Et il continue à s'en écrire. Donc vous voyez, il ne faut pas voir en Cousin un personnage comme ça, de fiction, qui est bien naïf. Mais Cousin est simplement le miroir du romancier qui s'invente une vie, qui s'invente un univers, qui invente l'endroit d'amour dans lequel il faudrait exister complètement. Et il n'y a pas de naïveté ici. Ce personnage est donc à la fois rêveur dans la mesure où il l'invente, et en même temps, il est très engagé, Cousin. Pourquoi il est très engagé? Eh bien, il l'est non pas à la façon de ces pharisiens dont on a parlé tout à l'heure, mais il l'est déjà parce qu'il promène son python. Et qu'est-ce qu'il fait quand il promène son python?
eh bien, il décide de le faire parce que tous les colibés vont aller sur lui. Autrement dit, il y a là quelque chose qui est d'ordre véritablement christique dans cette histoire. Il promène son python et il est heureux parce qu'il est en train de vivre vraiment une expérience de sympathie, de symbiose, et que lorsqu'il promène son python et que le python est l'objet de colibé, il partage avec lui la situation du python. Ce sont les moments où je me sens exister, lorsque je marche dans la rue avec gros câlins sur mes épaules. J'entends les remarques des gens. Quelle horreur! Mon Dieu, quelle sale tête! Ça ne devrait pas être permis. On n'a pas idée. Ça mord sûrement. C'est dangereux. Ça risque de s'infecter. Je marche fièrement, la tête haute. Je caresse mon bon vieux gros câlin. Mes yeux sont pleins de lumière. Je m'affirme enfin à l'extérieur. Je me manifeste. Je m'exprime. Je m'extériorise. Pour qui il se prend celui-là? Ça doit être plein de maladies. Ma sœur avait une cuisinière algérienne et elle attrapait des amibes. Pauvre type, il doit vraiment avoir personne. Vous voyez que l'engagement de Cousin ne consiste pas à signer des pétitions. Il prend sur lui le problème de l'autre. Il participe véritablement, par empathie, à l'autre d'une manière absolument extraordinaire. Cette symbiose-là, cette empathie incroyable, ce glissement-là, évidemment, va aller plus loin. On est dans le roman, on est dans l'imaginaire. Et qu'est-ce qui va se passer? Que se passe-t-il quand on est de plus en plus proche de l'autre de cette manière-là? Eh bien, petit à petit, il va glisser dans la peau de ce serpent. Il va devenir son serpent. Voilà Cousin qui, peu à peu, à la faveur d'un amour sans borne, va se faufiler dans la peau de son serpent. Ce rêve de métamorphose d'un humain en animal, ça n'est pas nouveau chez Gary. Dans les Racines du ciel dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y avait déjà ça. Il y avait le rêve de s'incarner entre ces éléphants, le rêve d'être ces éléphants. Mais à ce moment-là, c'était le rêve de s'incarner dans ce qui est de plus beau dans la nature. Ici, vous voyez, c'est un acte de fraternité et d'amour qui est tout à fait d'un autre ordre, puisqu'il s'agit de se transformer dans celui qui représente l'être le plus malheureux, le plus mal considéré et le plus craint. Il y a donc métamorphose. Une métamorphose qui ne se fait pas d'un coup, mais qui est assez rapide. On voit le héros se prendre de plus en plus souvent pour le python. Leurs identités sont fréquemment mêlées, pour lui comme pour l'entourage. Le lecteur, il est étonné au début, il ne comprend pas, il croit qu'il y a confusion. Et puis, il se rend compte qu'il y a vraiment un glissement, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et quand on comprend que les rôles sont devenus vraiment interchangeables, on comprend, le lecteur, que le propos est sérieux. Cousin s'enroule autour de lui-même. Le python rentre des courses avec le journal. Le python, Cousin, finit par avaler des souris. Et c'est la marque suprême de la consécration de son nouveau statut. Auparavant, Cousin rêvait seulement devant le python qui était capable de muer. Il trouvait que c'était merveilleux, cette capacité de muer. Mais voilà que maintenant, lui, passe de l'autre côté. Non seulement il a fait beaucoup plus que muet, il est passé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il a effacé les barrières entre les races. Ça ne va pas tout régler, parce qu'il aura du mal à ne pas obéir aux lois de la nature et à ne pas manger de souris. Il essaiera de ne pas manger de souris, il n'y arrivera pas. Mais au moins, il a, si vous voulez, ce geste d'empathie, ce geste de se mettre à la place de l'autre, d'être à la place de l'autre. L'identification du héros avec son python, et je commence une petite conclusion, procède évidemment de la fable. Pour s'en sortir, pour se sortir de cette condition dans laquelle les êtres s'entre-dévorent et sont incapables d'amour, le héros s'est mis à la place de l'autre. L'autre qui est un python, un des plus mal aimés, je vous l'ai dit, de toutes les espèces. Le problème de Cousin, c'est évidemment celui de Gary. Toute sa vie, Gary a clamé que l'homme était mal dans sa peau parce qu'il ne savait pas se mettre à la place des autres. Il a dit, pour être vraiment chez soi, je vous l'ai lu tout à l'heure, il faut d'abord être chez les autres. Il faut donc qu'il n'y ait pas ces barrières, ce racisme, cette discrimination, ce manque d'amour.
On ne peut être véritablement heureux et acquérir vraiment le statut d'homme que dans cette capacité à se mettre à la place de l'autre par amour. C'est Gary qu'on a tout le temps dans cette histoire. Il est travesti en Hajar, il est travesti en cousin, mais c'est lui qui dit « Il y a des jours que Gros Câlin fait tant de nœuds qu'il n'arrive plus à se libérer de lui-même. » Il déclare aussi, mais qui est-ce qui déclare cela? Est-ce cousin, est-ce Gary, est-ce Hajar? Je fais des nœuds tout le temps, à cause de ma démarche intellectuelle, je colle à mon sujet. Avec Hajar, comme avec cousin, Gary s'est trouvé des intermédiaires, comme il le voulait. Il a donc trouvé des gens qui se sont exprimés pour lui, et une langue qui lui a permis d'exprimer ce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Une langue spéciale, donc, ni codée, ni prédéfinie, ni réglée comme les autres langues. Je vous ai dit qu'il voulait une langue avec possibilité. Cette langue capable d'effectuer une percée, cette langue avec possibilité, c'est celle qui accompagne justement un héros capable de se transformer pour créer un monde d'amour. Dans cette langue, on peut lire le pessimisme de l'écrivain, mais on peut lire et surtout une espérance qui est celle qui ne quitte jamais Gary. Que l'on voit par exemple dans ces mots qui termineront ma conférence, il suffit de tenir une souris au creux de la main pour se ressentir de cette sortie de l'impossible possible. C'est un de ces moments où mon cœur se réchauffe et où je sens le grand fleuve amour qui court là-bas dans les ruisseaux les plus lointaines se détourner de son cours, quitter son lit, venir ici, à Paris, en pleine Sibérie, monter au 4e étage avec ascenseur, entrer dans mon 2 pièces et se charger de tout, et même davantage. C'est comme si j'étais moi-même bien au chaud dans le creux de la main du puissant fleuve amour. Toute solution du conflit intérieur entre les pitons et les souris blanches propres à l'espèce est exclusivement entre les mains du grand fleuve amour. La métamorphose est la plus belle chose qui me soit arrivée, dit cousin. J'ai terminé. Alors, Gros Câlin, donc c'est le premier. Si vous voulez lire d'autres livres de Gary, d'Hajar, il y a La vie devant soi, qui est probablement le plus accessible, et qui est très beau, et il y a L'angoisse du roi Salomon, qui a ma grande faveur, voilà, qui est effectivement un très très grand livre. Il y a aussi Pseudo, qui est un livre tout à fait particulier. Je vous en dis juste un mot, si jamais vous avez envie d'aller plus loin, parce que vous allez peut-être être déconcerté. Hajar Pseudo. En fait, lorsque on a commencé à dire que Romain Gary était Émile Hajar, Romain Gary a voulu trouver un système pour que les gens comprennent bien que Hajar c'était Pavlovitch et pas lui. Et il a fait un truc absolument stupéfiant. On n'a pas à juger ou pas juger, hein. On est dans une histoire littéraire. Il a dicté, jour après jour, un livre qui s'appelle donc Hajar Pseudo, qui est donc censé avoir été écrit par Paul Pavlovitch, dans lequel Paul Pavlovitch dit des horreurs sur Raymond Gary. Paul Pavlovitch dit, tonton Macoute, il l'appelle comme ça, mon oncle, qui est vraiment un sale bonhomme, qui est ceci, qui est cela, on prétend que c'est pas moi qui ai écrit les bouquins, si c'est moi qui ai écrit les bouquins, etc. En fait, c'est Hajar, c'est Gary qui est derrière cette histoire-là. Donc pour comprendre Hajar Pseudo, qui à mon avis est un livre absolument stupéfiant, il faut bien comprendre ça. C'est Gary qui dicte ça à Pavlovitch. Donc on est dans une histoire littéraire absolument abracadabrante qui n'a pas son équivalent, si vous voulez, dans la littérature. Cette histoire de mise à la place de pseudonymes, etc., a permis quand même à Gary de recevoir, c'était pas son but, mais c'est en tout cas une chose absolument étonnante, de recevoir donc 2 fois le prix Goncourt. Il était fatigué de son existence, il était fatigué d'être toujours considéré comme celui qu'on connaissait, celui qui était vraiment l'écrivain reconnu, classé, etc. Et il avait envie
que de faire peau neuve, c'est-à-dire justement, il avait envie, alors ça c'est la situation, si vous voulez, conjoncturelle de son histoire, hein, il avait envie de savoir comment on jugerait un livre qu'il sortirait sans qu'on sache que ce serait de vraiment un Gary. Parce qu'il disait, quand je sors un Gary, les gens disent que c'est un Gary, c'est bien, c'est à peine s'ils le lisent. Là, je vais sortir un livre sans dire que c'est de moi. On va voir si ça a du succès. Et il a eu un deuxième concours.